Vaccins, alimentation, hormones, cancer, en matière de santé, l'information circule vite et parfois trop vite, et pas toujours dans le bon sens. Ce qui est important parce que selon Santé publique France, près de 30% des Français déclarent avoir déjà changé de comportement médical à cause ou grâce à une information trouvée en ligne. Or, nous l'avons constaté pendant la pandémie, les fausses infos, les fake news, font parfois plus de bruit que les recommandations officielles et plus de dégâts aussi. Alors pourquoi les fake news en santé s'implantent-elles si bien? Quel est leur impact réel sur la santé publique? Et surtout, comment la recherche peut-elle reprendre la main? Nous en parlons avec le professeur Didier Samuel, PDG de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Il nous parlera notamment de Canal Détox, une série de vidéos et d'articles conçus pour démonter, preuves scientifiques à l'appui, les intox qui circulent sur notre santé. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Didier Samuel, bonjour. Bonjour. Bonjour et surtout merci d'être avec nous. Alors, d'abord, pour se remettre un petit peu en perspective, est-ce que ces fausses infos en santé ont toujours existé? Est-ce qu'en fin de compte, elles ne sont pas juste quelque chose de plus fréquent aujourd'hui? Je pense que ça a toujours existé. C'est quelque chose qui a par contre été amplifié ces dernières années par les réseaux sociaux. Mais il y a toujours eu des fausses informations, et pas seulement en santé, mais oui, ça a toujours existé. Mais par contre, ça a été complètement amplifié ces dernières années par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et la pandémie Covid aussi, il y a eu un tournant à ce moment-là? La pandémie Covid a été, d'abord, ça a été un tel impact mondial que ça a focalisé l'attention de tout le monde, dans tous les sens. Et oui, ça a été je dirais plus mis en valeur, ou plus exposé, pendant cette période. Et c'est vrai que c'est allé assez loin, pas seulement sur les traitements, mais alors que pendant la première vague, des milliers de patients étaient hospitalisés, remplissaient les réanimations à toute allure, il y avait quand même des gens au même moment qui disaient que ça n'existait pas. Donc, alors que c'était n'importe quel médecin dans un hôpital savait que on n'avait jamais vu un flux de patients comme ça. Alors sur le mécanisme, en fin de compte, comment naît cette fake news? Qu'est-ce qui motive, en fin de compte, le départ de cette fausse information qui se révélera plus tard une fausse information? Je pense qu'il y a plusieurs mécanismes. D'abord, il y a des il y a des personnes qui, par essence, ne croient pas à ce qu'on leur dit, ou alors vont toujours dans la négation de ce qu'on leur dit, sont complotistes par essence. Donc, et puis, il y a aussi des personnes qui font ça par intérêt, parfois financier, parfois par conflit d'intérêts. Et donc, il y a plusieurs mécanismes qui expliquent ça. Mais il y a une partie de la population, enfin, il y a une partie de personnes qui, par essence, sont négationnistes, complotistes, ou contre l'ordre établi qui leur paraît insupportable, ou contre ce qui est dit, et donc qui vont toujours à l'encontre même de la réalité qui peut même les frapper eux. À quoi est-ce dû selon vous? Est-ce qu'il y a un manque de culture et d'information, même d'éducation scientifique dès le plus jeune âge? Alors, il y a globalement un manque de culture scientifique et une baisse de la culture scientifique. Je pense maintenant on a trop la vision uniquement de ce que j'appelle le produit fini, c'est-à-dire on voit un médicament, on voit un téléphone portable nouvelle génération, ça paraît naturel, et on oublie que ça met des années à être construit, qu'il a fallu de la recherche, et donc ça c'est le premier élément. Et puis je pense que il y a aussi une manque de culture scientifique. On a perdu aussi la culture scientifique dans l'éducation. Il n'y a plus SVT. C'est un vrai débat, hein, qui était au lycée, où on commençait à voir des expériences en chimie ou autre chose, donc qui alimentaient un peu l'esprit scientifique. Et puis, je crois que beaucoup de gens n'ont pas l'esprit critique. Et ça, c'est un point majeur, c'est-à-dire que la réception d'une information n'est pas analysée de façon critique et peut être absorbée brute, sans qu'on puisse, que le public ou même des professionnels l'analysent. Alors c'est vrai que dans un certain nombre d'informations comme ça, de fausses informations, on a l'impression qu'il y a des ressorts quand même. C'est à la fois la peur ou au contraire c'est le faux espoir. Est-ce que vous pensez que ce sont des mécanismes qui, en fin de compte, arrivent à enterrer en quelque sorte ou à occulter la réalité scientifique? Ah oui, le faux espoir ou
l'espoir. Même quand une personne est affectée elle-même par exemple, un cancer en phase terminale et on lui dit il n'y a plus de médicaments efficaces, il n'y a plus de ligne thérapeutique, on voit des mécanismes où les personnes essayent de trouver quelque chose de Là, on joue sur la différent. fragilité, en fait, de la Voilà, et personne. donc il y a, oui, donc il y a la notion d'espoir, de miracle, fait partie aussi du mécanisme comme gagner au loto, hein. Donc ça fait partie du mécanisme aussi qui accompagne cela. Donc quelqu'un, quand on dit j'ai trouvé un traitement contre le cancer, forcément ça attire l'attention parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Est-ce que le doute que l'on sait pourtant sain, dans la science, peut parfois jouer contre la communauté scientifique? Parfois, c'est ce que disaient les personnes pendant le covid, ah bah, ils savent pas, ils sont pas d'accord, donc on va prendre un contre-pied total. Alors il y a quelque chose qu'on oublie toujours, c'est que la médecine, c'est une science, mais c'est pas une science, dure. C'est-à-dire, c'est pas une science comme les mathématiques où il y a un théorème, un axiome, on démontre. On s'appuie sur des faits scientifiques, mais il y a aussi, je veux dire, qui tient compte aussi, des éléments qu'on a entre les mains et ces éléments, sont amenés à progresser et la connaissance est amenée à progresser. Donc c'est pas une connaissance, scientifique et à la fois complètement stable. Et puis dans la médecine, il y a aussi un élément subjectif. Moi, par exemple, beaucoup de gens disent on va pouvoir traiter les patients sans les voir, uniquement avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Je pense que, enfin, discuter avec un patient, voir son contexte familial, il y a une partie subjective qui intervient, et donc c'est pas une science dure. Il faut quand même. Donc et d'autre part, de l'autre côté, il faut que les médecins aussi apprennent aussi à dialoguer et à expliquer. Et on n'est plus dans une société où le médecin dit c'est ça la réalité et le patient ou la personne doit l'accepter sans se poser de questions. Ça, c'est fini et heureusement, je pense que c'est important pour la médecine d'expliquer, de dialoguer pourquoi il y a ça. C'est normal que les publics ou même des médecins qui ne sont pas spécialisés dans le domaine ou d'autres personnes se posent des questions et nous, les médecins, la médecine, les scientifiques, on doit essayer d'y répondre. Et on doit savoir dire aussi, dans la mesure des connaissances que l'on a, on n'a pas en effet tout, on ne sait pas tout, et puis les vérités évoluent, et donc ça fait partie des choses. Et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi de notre côté qu'on apprenne c'est-à-dire le dialogue vers le public. Parce que ce qui perturbe quand même, et on l'a bien vu pendant le Covid, c'est qu'il y a quand même pas toujours, j'allais dire, une seule voix dans la communauté scientifique. Mmh. Et parfois, il y a un certain nombre de professionnels de santé qui ont dit le contraire des autres, en quelque sorte. Alors bon, pendant le Covid, on pouvait l'imaginer parce qu'on ne savait pas toujours tout, mais même dans des choses beaucoup plus classiques, dans le cancer, dans les pathologies qui est votre domaine, il y a parfois des avis médicaux discordants. Et ça gêne, ça sème le doute quand même. Alors, je pense qu'il y a eu le Covid moi j'avais dit: «Le Covid rend fou», hein, donc le Covid a été tellement hyper médiatisé et puis ça a tellement impacté la société. C'est quand même la première fois, depuis, des siècles qu'un virus, bloque le monde, hein, donc ça a été quand même, ultra violent, et c'est vrai que, ça a rendu, je dirais, des gens se sont promus experts alors qu'ils ne l'étaient pas. Et puis, l'hypermédiatisation a amplifié, des choses et puis aussi la volonté pour certains d'être, celui ou celle, qui allait trouver le traitement, du Covid, a, fait, dérailler un certain nombre d'experts ou de faux experts. Donc ça été amplifié. Maintenant, c'est vrai aussi que, par exemple, quand un patient, va voir 3 ou 4 médecins pour sa pathologie ou la même pathologie, parfois il peut avoir, des avis divergents et trouver la bonne voie n'est pas si simple. Et donc, je pense que il y a une relation de confiance qui doit s'instaurer. Et puis je pense que pour les médecins, pour les scientifiques, c'est important toujours de rester sur les éléments, factuels, aussi de les expliquer au public, aux patients, pour qu'ils comprennent et qu'ils fassent son choix. Je pense aussi qu'à un moment donné, il faut savoir, faire confiance et ça je déconseille aux patients, par exemple, d'apprendre 12 avis parce qu'après ils sont perdus. Mmh. Mais après on pourrait se dire: «Est-ce que c'est normal d'avoir 4 avis divergents sur?» Alors, quand on peut avoir des avis
un peu divergents Mmh. sur certaines stratégies. Par exemple, est-ce que devant tel cancer, je donne un exemple, est-ce qu'il faut l'opérer première ligne, c'est-à-dire tout de suite, et faire ensuite une chimiothérapie, ou parfois une chimiothérapie avant et puis opérer après. Et parfois, je veux dire, les résultats des 2 sont tellement proches que c'est assez difficile de dire, c'est, ça plutôt qu'autre chose. Parfois, c'est net et il y a des recommandations. C'est pour ça aussi que, il y a ce qu'on appelle des guidelines, des consensus pour essayer justement que tous les médecins, aillent dans le même Mmh. sens sur différentes pathologies. Et ça doit aider à justement à permettre aux patients, de ne pas être perdus. Et puis vous avez quand même une grande concurrence, vous avez des grands concurrents, c'est les influenceurs santé. Et en fin de compte, comment est-ce que ces influenceurs santé qui ont parfois des millions d'abonnés, hein, arrivent en fin de compte à être plus influents, au sens propre du terme, à avoir plus la vérité que les scientifiques? Est-ce que les scientifiques ne font pas assez de communication? Alors, il y a deux parties dans la question. Donc, est-ce que les influenceurs santé, il y en a qui peuvent être experts dans un domaine, il y en a qui sont experts en rien et donc qui, vont vers, en gros, ce qu'attend le public. C'est-à-dire, je vais vous trouver le produit de beauté, qui va, vous faire disparaître les rides, vous rajeunir de 20 ans, vous faire maigrir de 20 kilogrammes en 5 minutes. Donc ils vont vers, une attente du public et donc, en fait, ils anticipent, un besoin, et le public, peut adhérer à des promesses, qui ne reposent sur rien. Donc, je pense que ça, c'est un élément. L'autre partie de la question, c'était, heu, Est-ce que les scientifiques communiquent assez en fin de compte? non, Il faudrait qu'ils aient des millions de non, clairement, il y a un déficit de communication scientifique et il y a aussi, comment diffuser la parole scientifique et à qui? Moi, je dis toujours la communication scientifique, on la fait pas la même chose, la même façon, selon notre auditoire. Par exemple, si je en tant que spécialiste des maladies du foie, si je parle à une communauté de spécialistes des maladies du foie, on va, je dirais direct au but. On sait si par contre, j'explique au public et là, il faut partir de zéro et surtout, il faut essayer d'être le plus clair possible, le plus pédagogue possible. Alors premièrement, la pédagogie, ça s'apprend. Tout le monde n'est pas pédagogue. Deuxièmement, il faut aussi, je pense, avoir non seulement, viser le public, mais il ne faut pas oublier de viser les relais et les relais, c'est aussi les médecins, parce que les médecins ont besoin aussi d'être alimentés en connaissances scientifiques parce que la science, ça évolue en permanence et si, par exemple, un patient demande à son médecin: «Est-ce que je dois faire ce traitement?» que le médecin n'a pas l'information et n'est pas capable de répondre, ça pose problème dans la communication. Donc les relais sont importants et je pense que ce sont des éléments importants et encore une fois, je le redis, il faut maintenant qu'on vraiment on arrive à, redonner, le goût de la science et aussi le sens de l'analyse critique de l'information qu'on reçoit et en médecine, il y a à l'internat une question qui s'appelle lecture critique d'un article scientifique. C'est pas pour rien parce que vous avez un article scientifique qui peut être publié dans une très bonne revue et être capable de l'analyser et de voir ce qui est plus, ce qui est moins et si ça vaut le coup, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Pour le grand public, pour quelle stratégie avez-vous opté à l'INSERM? Ben, ça a été, alors disons que ça a été, amplifié par le Covid, hein, pour répondre à votre Mmh. précédente question. En effet, l'INSERM s'est mobilisé parce qu'il y avait le constat était que, il y avait en effet une circulation de fausses informations, ce qu'on appelle les fake news, faites par des experts, des pseudo-experts, des gens qui se disaient experts dans un domaine et donc l'INSERM a mis en place un système de riposte, d'abord, avec, une centaine de chercheurs dans différents domaines pour pouvoir répondre en temps réel à des informations fausses. Aussi, et donc et a mis en place cette chaîne, Canal Détox où on essaye de répondre à des, informations, fausses qui sont dans des domaines divers, qui sont, les produits de beauté extraordinaires, la guérison des maladies, type rhumatismale,
des maladies rhumatismales, le traitement du cancer, tout ce qui fait maigrir aussi est très... l'impact du jeûne aussi, les produits dits détoxifiants. Tout ça, il y a plein d'éléments. Et donc, on s'est appuyé à la fois sur donc des scientifiques et aussi sur la capacité à répondre en temps réel. Mais en effet, il faut encore qu'on améliore, il faut aussi qu'on amplifie, et puis on fait aussi des produits de vulgarisation, on a des magazines aussi qui permettent, qui sont diffusés auprès aussi des professionnels, pour aussi qu'ils intègrent la communication et qu'ils puissent aussi relayer des bonnes informations. Alors, Canal Détox, on la trouve où d'abord? Parce qu'on parle comme ça de cette chaîne. Alors, c'est pas une chaîne au sens propre. Quels sont les supports où on peut aller sur Canal Détox? Et deuxième question qui va de pair, quel est votre top 3? Quels sont les 3 thèmes qui ont été les plus lus, les plus vus? Alors, on la trouve où d'abord? Sur le site de l'INSERM, et donc sur le site web de l'INSERM. Et puis, sur les thèmes les plus utilisés, c'est les maladies rhumatismales, les maladies dermatologiques, et aussi tout ce qui concerne le poids et les effets notamment du jeûne ou de produits détoxifiant l'organisme, qui sont en général les 3 hits. Et les chercheurs s'y prêtent volontiers à cet exercice? Oui, ça a été l'originalité de l'INSERM, c'est de mobiliser une communauté de chercheurs qui ont accepté justement de jouer le jeu, entre guillemets, et en effet d'essayer de produire une réponse à la fois simple, explicative et accessible à des informations fausses. Mais vous avez raison, parfois l'impact d'influenceurs ou de médias est tellement fort qu'il faut beaucoup ramer pour remonter le courant parfois. Alors justement, comment est-ce qu'on rame à contre-courant? Parce que on dit toujours qu'en fin de compte, quand il y a une mauvaise information, plus on en parle, plus elle apparaît réelle. Comment vous faites pour contrecarrer? J'imagine que dans le choix des thèmes que vous faites pour Canal Détox, vous prenez ceux qui sont les plus pertinents. Comment vous faites pour contrecarrer une fake news? On fait, je veux dire, de notre mieux, parce que parfois c'est très violent, parce que les médias, la force aussi de l'image, et parfois, moi je suis spécialiste des maladies du foie, j'ai lutté contre l'hépatite B pendant toute ma carrière, j'ai vu des gens mourir d'hépatite B. Il y a une vingtaine d'années, quand il y a eu la polémique sur le vaccin pouvant donner la sclérose en plaques, il y a eu des émissions dont je me rappelle très bien, où il y avait des spécialistes des maladies du foie qui expliquaient que c'était vraiment très important de se faire vacciner contre l'hépatite B. Et de l'autre côté, il y avait des gens en chaise roulante qui disaient j'ai été vacciné, j'ai la sclérose en plaques. Donc ça, c'était un tsunami, c'est-à-dire on peut très difficilement lutter contre des images comme ça, parce que ça n'a rien de scientifique. On accole deux informations, et la science a montré que... C'est très émotionnel, quoi. Voilà, et c'est très émotionnel. Donc, et puis ça fait peur. Donc, ce qui fait que ça a mis des années à remonter le courant. Mais et ça, c'est donc le rôle des médias n'est pas anodin non plus je dirais, dans la transmission de l'information. Et on doit garder quand même je dirais, un certain recul par rapport à une information, parce que bon, les médias ont parfois aussi leur propre intérêt, je pense, c'est-à-dire avoir aussi des informations chocs sont plus attractives que quand il se passe rien finalement. Donc il faut aussi, je pense, côté média, si je peux me permettre, avoir aussi ce recul, c'est-à-dire voilà, et parfois mettre en place le conditionnel plutôt que voilà. Et comme parfois on annonce un nouveau traitement contre le cancer révolutionnaire. Ça a été fait chez la souris. Ça sera peut-être l'avancée en effet, mais derrière, il va falloir 10 ans de travail pour arriver à un médicament. C'est là que la rigueur intervient, évidemment. La rigueur est pour tout le monde, oui. Il y a quelques jours, la Mivilu de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a publié son rapport d'activité pour les 4 dernières années. Et il en ressort que la santé et le bien-être sont les secteurs les plus concernés par les dérives.
37% des signalements, notamment pour les malades du cancer. Écoutez ce témoignage de Chrissa, c'est une patiente toulousaine, elle a consulté un acupuncteur près de chez elle pour tenter de réduire les effets de la chimio après une rechute de son cancer du sein, c'était en 2022. C'était très compliqué d'être face à quelqu'un qui me disait non mais vous avez un mode de vie qui fait que c'est normal que vous ayez une récidive d'un cancer. Il m'a proposé d'aller voir des vidéos sur des alternatives, des jus de fruits et légumes, des lavements au café. Oui, je me suis rendu compte tout de suite qu'il n'était pas correct. Comment vous réagissez à cela? Là, on est face à un bonimenteur, c'est-à-dire qui donne d'abord qui s'appuie sur l'espoir d'être guéri. On a une maladie grave, un cancer qui peut-être est déjà en phase avancée, donc on a la peur de mourir, et on a quelqu'un en face qui vous dit j'ai la solution pour vous, du jus de café mélangé avec du pamplemousse et je sais pas quoi, vous arrosez ça sur la tête, et plus c'est gros, plus ça passe, mais ça repose sur rien. Donc là, on est face à des bonimenteurs. Par contre, je pense qu'il faut, il y a plusieurs choses. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait disons des traitements complémentaires qui permettent aussi je dirais d'adoucir les effets secondaires de traitements, de chimiothérapie parce en effet, c'est vrai aussi qu'il y a besoin, face à une agression physique, qu'ont ce sont certains cancers ou les traitements de certains cancers, on a besoin d'être accompagné, c'est dur tout seul, donc on a besoin aussi d'aide psychologique, on peut avoir besoin aussi de faire du sport, ou d'avoir aussi une hygiène de vie différente, aussi d'avoir aussi des façons de combattre la douleur, etc. Mais il ne faut pas mélanger avec le traitement du cancer. C'est-à-dire, là où ça dérive, c'est quand les gens vous disent mon traitement, mon acupuncture va vous guérir le cancer. Et ça repose sur rien. C'est complémentaire, c'est pas alternatif. Exactement. Que ça soit complémentaire, qu'il y ait besoin d'aider à un entourage, et puis de dire c'est votre mode de vie qui est responsable de votre récidive du cancer. Ça, d'abord, il n'en sait rien, et rien ne le prouve. Et il faut déjà voir comment était le cancer au départ, quel type de cancer. Et si ça se trouve, c'était une très grosse tumeur avec une infiltration massive qui fait que c'est ça qui fait que ça récidive. Justement, par rapport à ces médecines complémentaires, est-ce que l'INSERM travaille dans ce domaine? Parce qu'en fin de compte, il y a pas Grégory Nino à Montpellier qui commence à essayer de faire des référentiels. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes intéressé par ça? Ou est-ce que vous considérez que ça reste quand même complémentaire et que c'est la science dure qui est importante? Non, c'est pas, je dirais, c'est pas notre axe numéro un, pour être très franc, mais c'est un axe sur lequel on doit quand même s'intéresser. Et ça fait partie aussi, je dirais, peut-être aussi d'un environnement qui est plus aussi sciences humaines et sociales, où on doit aussi pas voir justement uniquement la maladie comme un objet brut, mais aussi l'ensemble, le mode de vie. C'est vrai aussi que pour certaines personnes, leur environnement de travail, leur environnement familial, le fait qu'ils aient du mal aussi à mettre leur santé en priorité parce qu'ils sont face à des enjeux personnels, professionnels. Tout ceci est important, et je pense que probablement les scientifiques que nous sommes ne l'appréhendent pas assez. Et c'est important aussi donc d'avoir cette vision SHS, c'est-à-dire sciences humaines et sociales, qui me paraît importante. On entend parfois l'argument ça a marché pour moi, donc ça prouve bien que ça marche. Qu'est-ce qu'on peut répondre à des arguments comme ceci? Ça, c'est un argument non scientifique, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le cas clinique. L'histoire de chasse. Voilà, l'histoire de chasse, c'est-à-dire le cas clinique. Et c'est toujours intéressant un cas clinique, c'est-à-dire j'ai pris tel médicament et en effet, le patient a été guéri. Mais derrière, et c'est là où la science, où je dirais bien faite, doit fonctionner, c'est de vérifier ça, c'est-à-dire de vérifier pas seulement sur un patient, mais sur 100, 1000 patients. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, et c'est souvent ce qu'on appelle les statistiques, on s'aperçoit que quand on fait ce traitement, qui a marché sur une vingtaine de patients, par exemple, il y en a 800, par contre, sur lesquels ça ne marche pas. Et donc, c'est ça, je dirais, la démarche scientifique. Par contre, la démarche, c'est de ne pas nier le fait que ça a marché chez quelqu'un. Et donc, on doit
en effet, se poser la question, ça marchait chez une personne, pourquoi ça marchait? Et est-ce que ça marche chez d'autres? Quels sont les patients chez lesquels ça marche? C'est ça la démarche scientifique. Et ça doit marcher aussi pour les effets indésirables. Quand quelqu'un dit: «Moi, j'ai eu ça», bah, peut-être que c'est lié, peut-être que c'est pas lié, mais C'est exactement mmh, pareil. Et puis, les effets indésirables d'ailleurs, quand vous faites, ce qu'on appelle des études randomisées qui sont, parfois critiquées, mais quand on fait une étude randomisée, on voit que et qu'on regarde les en double aveugle, c'est-à-dire on ne sait pas ce que les gens prennent, on voit que quand on regarde les effets secondaires, puisque c'est toute étude randomisée, on doit regarder la tolérance, on voit que les effets secondaires, on a parfois les mêmes effets secondaires dans les 2 groupes, dont celui qui ne prend pas le traitement. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une démarche quand même qui analyse, mais par contre, on doit être, vigilant quand même sur la tolérance, sur les effets secondaires. On doit panier, ce qu'on veut pas voir. On doit l'analyser. Alors justement, pour revenir sur les influenceurs santé, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en fin de compte, vous ayez une collaboration? C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'INSERM ait des influenceurs santé ou se mettre d'accord avec les influenceurs santé pour avoir un discours qui soit repris à grande échelle? Ça, c'est une bonne idée, c'est-à-dire, c'est en effet, comment dire? Aller sur le terrain, de «l'adversaire» entre guillemets, et c'est utiliser ces outils parce qu'en fait ce qui a comme pour revenir à la toute première question, ce qui a changé par rapport à, je dirais, au temps de Louis Pasteur, hein. Si on regarde Louis Pasteur, quand il a le vaccin contre la rage où tout le monde maintenant dit, ça a changé, l'humanité en termes, il faut bien voir que la médecine en 100 ans, c'est on les parce que souvent on dit, il y a pas de progrès, mais je veux dire, l'espérance de vie, elle a évolué, de façon, incroyable en 100 ans, hein. Et puis, il y a des choses qui paraissent tout à fait banales, les accouchements, il y a encore, 80 ans, il y avait une mortalité, maternelle à l'accouchement, fœtale, des enfants, et tout ceci a changé considérablement. Donc les progrès ont été immenses, mais quand on regarde Louis Pasteur, il y avait déjà des débats contre la vaccination contre la rage en disant: «Il n'est pas médecin», ce qui était vrai. C'était des médecins qui avaient fait quand même le vaccin, mais il a et ça existait déjà. Mais à l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, c'est un phénomène, amplificateur absolument, incroyable. Et puis il y a aussi, les médias comme, sur lesquels nous sommes, et puis, donc qui ont un effet amplificateur, très important qui n'existait pas. dans les bonnes nouvelles, on voit que vous en avez parlé, les progrès de la science, rendent parfois aussi les messages plus complexes. Comment on va garder une information accessible sans rentrer dans l'approximation? Ça fait partie de notre travail, et aussi de journalistes, scientifiques qui nous aident aussi, qui nous aident comment dire? À à Vulgariser? vulgariser la connaissance, Mmh. en sachant aussi que je pense aussi que c'est, comme je l'ai dit au départ, c'est très important d'avoir une vulgarisation, qui va différente selon les personnes. Il faut aussi qu'on fasse de l'information aux médecins, aux infirmiers. Quand vous avez un infirmier qui vient chez vous pour vous faire des piqûres et qui vous dit, s'il vous dit: «Ça sert à rien», ou tel traitement, n'est pas bon, bah, c'est un relais, négatif. Et donc, donc il est important que les relais, ou que les gens avec qui on est en contact, aient une information, sur laquelle on s'appuie. Pour revenir aussi juste au début, et ce que vous avez dit sur la communication, mon expérience, c'est que, il y a une partie du public qui écoute volontiers et qui croit volontiers, à la parole scientifique, à la parole médicale, et c'est assez facile. Il y a une il y a un second groupe qui est, beaucoup plus, je dirais, critique, et qui a besoin d'être convaincu. Et ça, il faut atteindre cette cible, c'est-à-dire, arriver à convaincre, expliquer, dialoguer, et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit encore s'améliorer en utilisant, d'abord les bons mots, les 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 bons niveaux de vulgarisation, mais aussi les bons relais, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux, d'autres, donc, des éléments qui permettent de diffuser cette information. Et puis, c'est vrai aussi, on revient aussi au tout début, il y a un petit groupe qui est minoritaire, qui sera opposé, je veux dire, quoi Quoi qu'on qu'il arrive. fasse, à ce que même à l'évidence. Et ça, c'est très, très dur, et on peut appeler ça les complotistes, ou
des négationnistes selon le cas. Enfin, je veux dire, et ça, c'est des personnes qui sont presque impossibles à convaincre parce que ils ne vous croient pas, ils vous assènent des contre-vérités. Et ça, c'est un groupe qui parfois est dangereux parce que c'est en effet, s'il arrive à convaincre les autres, là, c'est là où il y a le danger. Mais c'est quand même un groupe minoritaire. Voilà, alors donc Canal Détox, on peut donc tout à fait l'écouter et le voir sur le site de l'INSERM. Quels sont les deux thèmes qui arrivent là, dans les semaines qui viennent, Didier Samuel? Dans les deux thèmes, il y a les bienfaits ou les méfaits du collagène, et puis notamment dans les injections, et puis aussi la plante Artemisia, qui est dans le cadre du traitement du paludisme, donc qui vont faire l'objet des deux prochaines sessions. Merci beaucoup, professeur Didier Samuel. On rappelle que vous êtes PDG de l'INSERM. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, Prenez soin de vous.